Bonjour à tous, bienvenue à notre débat sur le T4, le terminal 4 en projet pour l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, un projet porté par Aéroports de Paris. Aéroports de Paris qui se retrouve évidemment au cœur de l'actualité depuis déjà quelques mois maintenant avec le projet gouvernemental de privatisation des aéroports de Paris, donc de Roissy, Orly et de plusieurs autres aéroports intermédiaires. Et donc aujourd'hui, si on se retrouve, je suis avec Madame Brochot, Françoise Brochot, qui est présidente de l'Advocnar, une association très importante de premier plan sur la lutte contre les nuisances aériennes, très active évidemment dans le Val d'Oise, notre département. Moi, Sébastien Bouvard, je suis l'animateur départemental de la gauche républicaine et socialiste dans le Val d'Oise, et il me semblait normal de vous inviter aujourd'hui pour discuter de ce projet de T4. Et donc c'était l'occasion évidemment de parler de l'activité aéroportuaire aujourd'hui et de comment elle impactait la vie des riverains et des habitants de l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, qui est quand même un des aéroports les plus importants en Europe et dans le monde, qui accueille un flux de passagers énorme. C'est le premier, il me semble, et vous allez pouvoir me le confirmer ensuite, en termes de survol jour et nuit pour les habitants. Donc on sait qu'aujourd'hui, il y a des régulations qui ont été faites grâce aux fruits de lutte, notamment des associations dont vous faites partie, des riverains, des élus locaux, bien évidemment, pour que les habitants puissent être préservés un temps soit peu, en tout cas, de l'exposition au bruit des avions. Mais aujourd'hui, c'est un combat qui continue et malgré le fait que le trafic et le survol soient importants, il y a ce fameux projet de Terminal 4 du groupe ADP, comme je le rappelais tout au début de ce débat, sur l'aéroport. Donc, dans un premier temps, peut-être qu'il me semble important, c'est que vous puissiez présenter votre association, l'Advocnar, je le rappelle, l'association de lutte contre les nuisances aériennes, et ensuite nous aurons un échange sur ce fameux T4. Donc à vous la parole, Madame Brochot. Alors, merci Sébastien Lombard d'avoir invité l'association pour un débat sur l'une des plus grosses nuisances environnementales de l'Île-de-France. L'association existe depuis 1986, c'est-à-dire quelques années après l'installation de l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle. Alors il est vrai que cet aéroport a été implanté en plein champ, mais les pistes ont été orientées directement vers les habitations, en particulier celles du Val d'Oise. L'impact sanitaire est donc maximal. Cet aéroport, nous avons voulu mettre une petite affiche pour vous montrer que c'est le champion des nuisances aériennes en Europe. Il est le premier en nombre d'habitants impactés la nuit, puisque c'est un aéroport qui n'a pas de couvre-feu. C'est le premier en nombre de vols de nuit, 170 avions chaque nuit entre 22h et 6h du matin au-dessus de la tête des habitants. Donc on reparlera des conséquences tout à l'heure. C'est également le premier en nombre de mouvements d'avions. Il y a quand même 488 000 avions par an. Alors même s'il est le deuxième en termes de passagers, c'est le premier en nombre de mouvements d'avions, donc ce sont des nuisances énormes. Et enfin, c'est le deuxième en volume de fret, avec entre autres le célèbre opérateur FedEx. Alors, les conséquences sont à la fois locales, c'est le bruit et la pollution chimique, et il y a également des conséquences pour le climat. On va en parler rapidement. Nous avons plus de 250 000 habitants qui sont impactés tellement fortement que le groupe Aéroports de Paris leur fournit une insonorisation de leur logement. Nous avons 620 000 personnes qui sont considérées comme étant dans une zone de bruit important. Ces 620 000 personnes sont dans un plan d'urbanisme qui montre qu'on doit prévoir les nuisances actuelles et futures en insonorisant son logement. Et enfin, l'OMS nous dit qu'il y a plus d'1 million de personnes qui subissent un dépassement des valeurs de bruit qui impacte en fait gravement la santé. Côté pollution, le transport aérien, c'est la même chose que les véhicules diesel. C'est-à-dire que la combustion du kérosène produit des oxydes d'azote et des particules fines, ultra fines, voire des nanoparticules. Cela représente la pollution de 2 périphériques parisiens, donc c'est pas du tout anodin. Bien entendu, ces nuisances sont surveillées à la fois par bruit parif et par air parif. Et
Les nuisances actuelles sont pourtant déjà très importantes, mais néanmoins, le groupe ADP prévoit d'augmenter encore l'accueil du nombre de passagers et donc du nombre d'avions sur sa plateforme. Alors le projet, j'en avais prévu une petite photo qui est ici. Donc c'est en fait un bâtiment, hein, ce ne sont pas des pistes, c'est un terminal, un énorme bâtiment qui va pouvoir accueillir autant de passagers que l'aéroport d'Orly à lui tout seul. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Ce bâtiment sera implanté à côté du terminal 1, le terminal qui a une forme ronde, ce fameux terminal historique. Ce bâtiment va accueillir jusqu'à 40 millions de passagers, donc ça c'est un fait, mais les passagers ne nous dérangent pas, nous les habitants. Ce qui nous dérange, c'est le nombre de vols d'avions que nous allons avoir en plus, et ce nombre de vols est estimé à 500 avions en plus par jour, soit 38% de survol en plus. C'est quand même très dérangeant. S'il y a plus d'avions, bah évidemment on va avoir plus de bruit. Le rapport de concertation d'ADP le montre très clairement, hein. On va avoir à peu près 13% de bruit en plus, et puis la pollution va augmenter, 30% d'oxyde d'azote en plus et 11% de particules fines. Donc ça c'est quand même énorme. Et enfin, sur le plan des gaz à effet de serre, là c'est là qu'on ne comprend pas les décisions qui sont prises. La France s'est engagée à réduire d'un facteur 4 ses émissions en 2015 lors de la COP21. Et là, on est sur une plateforme qui va augmenter ses émissions d'environ 12%. Donc il n'y a aucune cohérence entre les engagements de l'État et ce qui se fait sur le terrain par rapport à ces méga projets. Donc nous, ce que nous demandons, association, afin de défendre la santé des habitants, c'est d'abord de ne pas dépasser le nombre de mouvements d'avions actuels. Donc le groupe ADP se débrouille comme il veut pour transporter ses passagers. Il peut utiliser des avions plus gros de la nouvelle génération, qui sont un peu moins bruyants mais qui transportent un peu plus de monde. Et il peut également augmenter l'emport dans les avions, avoir un taux de remplissage plus important. Mais nous, on ne veut pas de mouvement d'avion en plus. Et par ailleurs, on demande, comme on l'a toujours demandé par le passé, une réduction des nuisances, bruit et pollution pour l'ensemble des habitants. Pour cela, il existe des mesures qui ont fait leurs preuves sur d'autres aéroports. Vous les trouverez dans le petit journal qu'on a mis à disposition. Je ne vais pas les détailler, ça serait un petit peu fastidieux, mais en tout cas, ça s'est fait ailleurs, sur certains aéroports français, en Europe, à Francfort en particulier, et sur des aéroports américains. Donc ce que l'on propose, c'est des solutions concrètes qui relèvent en fait de procédures d'approche ou de décollage moins bruyantes, qui relèvent de la manière de piloter les avions, qui relèvent aussi du choix des avions. On a aujourd'hui de nouveaux avions qui fonctionnent toujours à partir du carburant fossile, hein. Ça c'est clair que pour le moment il n'y a pas de rupture technologique, mais par contre ces avions consomment quand même un peu moins de kérosène, produisent un petit peu moins de gaz à effet de serre, font un petit peu moins de bruit. Donc il faut absolument qu'une réglementation plus sévère oblige les compagnies aériennes à utiliser les meilleurs avions qui existent. On est sur le plus gros aéroport d'Europe, donc on doit être le plus vertueux possible. Enfin, si on se place d'une manière plus large sur un phénomène de société, on a actuellement tendance à utiliser l'avion de plus en plus facilement parce que d'abord il y a énormément de dessertes possibles, les tarifs sont attractifs, mais il est très clair, et les citoyens en prennent conscience depuis 2 ans, qu'on ne va pas pouvoir continuer à voler à tout crin de cette façon. L'urgence climatique le montre, on doit réduire notre impact en termes de gaz à effet de serre, et le moyen de transport le plus néfaste en kilomètres passagers au niveau du CO2, c'est le transport aérien. Donc nous ne sommes pas foncièrement contre le transport aérien, mais il doit rester à sa juste place comme tous les moyens de transport qui fonctionnent avec un carburant fossile. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le projet. Et peut-être qu'il y a des questions déjà ponctuelles sur ce projet. D'accord, moi j'avais une petite question pour commencer. Effectivement, il va falloir qu'on ait un échange avec les personnes qui sont présentes. C'est ce qui était prévu.
Commençons par une question. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le fonctionnement de l'ATMOCNAR, comment vous fonctionnez en tout cas avec les élus locaux, avec éventuellement le gouvernement, comment qualifierez-vous les échanges que vous avez avec les gouvernements successifs, hein, il ne s'agit pas forcément de zoomer sur celui-ci en particulier, mais aujourd'hui comment ça se passe pour faire entendre la voix finalement des riverains qui environnent les aéroports et notamment celui de Roissy? Pour amplifier notre message, nous n'avons pas d'autre choix que de demander le soutien des politiques, à la fois des politiques locaux et de ceux qui légifèrent dans ce pays. Les politiques locaux représentent leurs citoyens et représentent bien entendu leurs intérêts. Donc avec un tel problème de santé publique et de répercussions sur le climat, il est du devoir des élus locaux de s'y intéresser et de nous soutenir à la fois financièrement et par des actes. Maintenant, les élus locaux n'ont pas le pouvoir de légiférer. Là, on s'adresse aux députés. On fait du lobbying très régulièrement auprès des députés, on les informe et on obtient des résultats puisque certains se saisissent de ce problème et font des propositions de loi. Ces propositions de loi sont rarement suivies des faits, hein, puisqu'on sait très bien qu'elles sont présentées par un petit groupe et ensuite il est assez rare qu'elles soient votées massivement. Néanmoins, elles ont le mérite d'alerter les niveaux supérieurs de l'État, le ministère des Transports, le ministère de l'Écologie, le Premier ministre, le Président. Et on voit apparaître des mesures qui sont peut-être moins importantes, moins drastiques que celles qu'on aurait souhaitées, mais qui ont au moins le mérite d'exister. Et bien entendu, on travaille le plus régulièrement possible avec anciennement le ministère des Transports, donc le secrétariat au transport, et on le fait par le biais de réunions de concertation qui sont programmées parce qu'il y a une pression des populations et une très forte demande par rapport à la réduction de toutes ces nuisances. Merci beaucoup. Donc je pense qu'il y a une volonté de poser des questions, et ce qui est extrêmement positif. Donc on va passer le micro. Je ne sais pas comment ça fonctionne, si on peut passer un micro par là. Bonjour, je me présente à Assad, je suis le référent du 94 chez GRF. Et tout d'abord, je voudrais vous remercier pour telle explication et je voudrais remercier Sébastien aussi d'être présent. Sincèrement, votre problème concerne nous tous. Comme vous avez dit, c'est pour tous les citoyens de français et du coup nous sommes tous concernés. L'explication que vous avez donnée c'est assez vaste et assez clair, mais j'ai quand même des craintes. Simplement lorsqu'on parle du bruit, souvent on se dit que nous, le bruit ça nous concerne, et est-ce que l'aéroport pourrait nous payer pour qu'on puisse avoir des fenêtres isolantes pour qu'on n'ait plus de bruit à la maison, et on s'arrête là. Et d'après les explications que vous avez données, je voudrais simplement faire un appui dessus. Il ne suffit pas de dire le bruit, mais aussi la pollution que vous avez soulignée, qui est le cas. C'est-à-dire que ça pollue énormément. Je suis complètement d'accord et convaincu par les explications que vous avez élaborées avec Sébastien. Je voudrais simplement savoir quelles sont vos attentes réelles. J'entends bien que Sébastien il vous donne un coup de main dessus, il y a d'autres élus qui sont là, mais quelles sont vos réelles attentes côté citoyen? Quelles sont les mesures que vous avez prises pour qu'on puisse faire entendre tout le monde l'explication que vous êtes en train de me donner ici? Merci. Alors, je vais d'abord vous répondre rapidement sur l'aide à la sonorisation. Je vais d'abord vous répondre sur l'aide à la sonorisation. Effectivement, notre association considère que cette aide n'est évidemment pas suffisante. Elle concerne d'abord très peu de personnes, c'est 250 000 personnes, alors qu'il y a plus d'1 million de personnes qui sont sérieusement impactées par le bruit. Par ailleurs, on n'est pas fait pour vivre enfermé. Nous avons des jardins, des balcons, nous emmenons nos enfants dans les parcs de la ville. Et là, il n'y a pas d'insonorisation. Donc il est bien évident que cette insonorisation n'est qu'un palliatif, mais que c'est insuffisant pour protéger la santé des personnes. Là, on est entièrement d'accord. Alors, concernant les moyens que nous mettons en œuvre pour obtenir des résultats, nous avons lancé plusieurs actions juridiques parce que nous pensons que
Les élus ne vont pas toujours assez vite pour légiférer et protéger les citoyens, et ils ne respectent pas correctement les textes, et en particulier les directives européennes. Nous avons un contentieux qui concerne le respect de la directive 2002/49 qui porte sur le bruit dans l'environnement. Ça concerne le bruit ferroviaire, le bruit routier, mais aussi le bruit des grands aéroports. Et bien entendu le bruit dans les grandes agglomérations. Les aéroports doivent mettre en place des plans de réduction du bruit, et on s'aperçoit que dans ces plans, en fait, il n'y a aucune mesure qui est inscrite et qui soit susceptible de faire diminuer vraiment le bruit pour les habitants. C'est pour ça que nous avons porté cette affaire devant le Conseil d'État, et nos recours, puisqu'on en a fait un pour Orly, Roissy et le Bourget, nos recours sont maintenant devant les tribunaux administratifs. Le recours pour Orly va être jugé le 20 septembre, la semaine prochaine, et nous espérons obtenir des avancées. Nous espérons que l'État va nous donner raison. Il a déjà jugé nos requêtes recevables, donc c'est un premier point. Concernant la pollution de l'air, nous nous sommes joints à un recours national qui est mené par les Amis de la Terre et qui concerne la pollution en France. Nous sommes sans cesse en dépassement des valeurs limites. Nous, ce que nous constatons concernant le plan de protection de l'atmosphère Île-de-France, c'est qu'on ne demande aucun effort au transport aérien. Le transport aérien est protégé. Et il paraît normal pour les décideurs que les avions continuent à polluer sans limite réelle. On met des contraintes sur votre voiture particulière, on vous demande d'avoir une vignette critère pour vous approcher de l'agglomération parisienne. C'est normal, c'est important de faire des efforts. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'au niveau du transport aérien, on ne demande pas les mêmes efforts? Donc comme je vous disais, les avions, on peut les classer en avions plus ou moins polluants et on devrait les classer avec des vignettes critères également, en fait, pour amener les compagnies à utiliser sur ce grand aéroport international les meilleurs avions qui existent. Du coup, les Amis de la Terre ayant ouvert le chemin d'un recours juridique et ayant obtenu l'année dernière du Conseil d'État que tous les plans de protection de l'atmosphère des régions soient refaits, parce qu'ils sont tous mauvais, y compris celui d'Île-de-France, nous nous sommes joints au recours qui demande la mise sous astreinte de la France, puisqu'au jour d'aujourd'hui, le chantier n'est pas du tout en œuvre de refaire ces plans de protection de l'atmosphère. Donc nous attendons le résultat de ce recours. La France serait mise sous astreinte et devrait payer tous les jours en fait une amende pour non-respect de la directive sur la qualité de l'air. Voilà, donc nous, les actions juridiques nous paraissent importantes et en particulier de faire respecter toutes ces normes européennes. On sait déjà qu'elles ne sont pas suffisantes, mais au moins respectons-les, c'est un premier point. Merci pour votre exposé qui était très clair. Est-ce que vous pourriez préciser votre position par rapport aux techniques de dégazage que les avions utilisent systématiquement avant d'atterrir? C'est-à-dire qu'ils vidangent leur réservoir de kérosène pour limiter leur risque d'explosion à l'atterrissage. Donc est-ce que vous pouvez préciser cet aspect? Parce que en fait, les riverains, même s'ils ont des fenêtres double vitrage, à chaque passage d'avion, ils reçoivent des gouttelettes de kérosène. Donc est-ce que vous pouvez préciser votre position et les recommandations que vous pouvez faire pour lutter contre une pollution qui est à la fois environnementale mais évidemment sanitaire? Alors concernant effectivement ces retombées de kérosène qui sont constatées par les habitants, il y a deux éléments. La première chose, le dégazage, qui est une procédure extrêmement rare. Donc quand un avion décolle avec effectivement à bord énormément de kérosène et qu'il a un problème technique, il est amené à atterrir, il ne peut pas le faire avec son chargement complet de kérosène. Donc il va aller sur un lieu de délestage, en général c'est une forêt, et il va tourner et diffuser son kérosène. Ça c'est des procédures que l'on constate à peu près 2 fois par an à Roissy, donc ça reste quand même exceptionnel. Par contre, ce qui est constant et quotidien, c'est le fait que les avions à l'atterrissage sont en régime de réacteur réduit. On a donc une mauvaise carburation, c'est comme pour les voitures au ralenti, et on a des retombées de kérosène imbrûlé. Donc c'est ça que les gens constatent en général dans leur jardin. Donc à ce niveau-là, pour le moment, à part changer les trajectoires d'avion pour qu'elles ne passent plus au-dessus des habitations, on n'a pas de solution technique pour éviter ces retombées de kérosène imbrûlé. Et comme je vous l'ai expliqué au début, Roissy étant implanté vers une zone
très dense en population. Pour le moment, on n'a pas encore de solution de changement de trajectoire, mais on a l'espoir que ça va évoluer dans les années à venir. D'accord. Y a-t-il d'autres questions à ce stade, des observations, pas forcément des questions? Moi j'en ai en tout cas, en préparant un peu ce débat avec vous, on s'est rendu compte ensemble, même si vous ça fait un petit moment que c'est le cas, mais que c'était un projet plus global de société qui était derrière en fait, en tout cas des projets qui pouvaient s'affronter dans ce combat de lutte contre les nuisances aériennes et de protection des populations. Et donc on s'était rendu compte aussi que c'était un modèle de développement qui était interrogé à travers la problématique des nuisances aériennes et de l'extension sans fin de l'activité aéroportuaire. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ça aujourd'hui? Qu'est-ce que ça implique finalement, au-delà des mesures techniques extrêmement importantes qui peuvent être prises pour limiter les nuisances? Qu'est-ce que ça impliquerait selon vous en termes de nouveaux modes de développement? Alors effectivement, si actuellement nos gouvernements laissent le transport aérien se développer sans limite, c'est parce qu'ils sont persuadés que c'est une manne d'emploi, une manne économique pour le pays, ce qui n'est pas faux. Mais ils sont également persuadés que si l'on contient l'évolution du transport aérien, on va vers une catastrophe économique. Et ça par contre, c'est un élément qui est totalement erroné. Effectivement, le transport aérien amène des touristes en France, Paris étant la première destination touristique mondiale. Mais le transport aérien emmène les Français loin de France dépenser l'argent hors de nos murs. Donc on voit très bien qu'il y a un effet de balance au niveau de cette activité touristique. Le deuxième aspect, c'est bien évidemment le commerce et le transport des marchandises. Alors il est vrai que l'avion va emmener des marchandises à l'exportation, mais il va également importer chez nous des produits que nous savons fabriquer. Il va également importer des produits hors saison, à grand renfort de production de CO2. Bon, je pense aux kiwis de Nouvelle-Zélande, je pense aux haricots verts du Kenya, aux mangues... Oui, tomates de Chine, mais de toute façon, on a que l'embarras du choix, la liste est longue. Donc il me paraît nécessaire à ce niveau-là de relocaliser notre production. Quand on sait faire les choses, pourquoi les acheter ailleurs ? Et pour que ces produits venus de loin ne soient pas compétitifs, il est grand temps de taxer correctement le transport aérien. Donc ça nous mène à la grande question de la taxation du kérosène, donc je peux en dire deux mots. Autant le carburant de la voiture individuelle est fortement taxé, le carburant des camions bénéficie d'une petite exonération, mais elle est assez faible. Le transport aérien, lui, circule avec un kérosène totalement détaxé. Or, rien n'interdit dans la réglementation mondiale de taxer le kérosène. Au niveau de l'Europe, c'est également possible. Cela remettrait le transport aérien à son juste prix et permettrait peut-être de changer les comportements. Alors la question de notre camarade c'était, y a-t-il des pays qui le font déjà, cette taxation? Alors effectivement, il y a des pays, des très petits et des très grands, puisque aux États-Unis le kérosène est taxé. Aux Pays-Bas, le kérosène est taxé. Au Japon, il est taxé également. En Suisse aussi. En fait, voilà, il y a différentes échelles de pays qui taxent le kérosène. La ministre Elisabeth Borne s'est exprimée très clairement sur la possibilité de cette taxation en France. La réponse est non. Par contre, le gouvernement s'engage à faire la promotion d'une taxation au niveau européen. Alors évidemment, c'est difficile à obtenir puisqu'il faut un accord unanime de tous les pays membres. Néanmoins, ça nous paraît être une échelle cohérente au niveau économique. C'est effectivement à soutenir. Et est-ce que ça interroge aussi nos modes de vie peut-être? Moi je fais partie d'une génération par exemple où il n'est pas complètement original de prendre l'avion plusieurs fois dans l'année pour faire des week-ends en Europe par exemple, à titre d'exemple, parce que c'est quelque chose qui, via l'arrivée du low cost dans l'aérien,
a été rendu possible pour une plus large partie de la population. Donc c'est ambigu en fait, c'est à la fois la possibilité d'ouvrir les horizons pour plus de gens, et en même temps des modes de consommation et des résultats en termes de pollution qui sont supérieurs, puisque ça se massifie et donc il y a plus de kérosène. Donc quel est l'équilibre à trouver et comment encourager d'autres comportements, d'autres modes de mobilité, ou alors dire il faut limiter pour tout le monde à un moment donné ces déplacements en avion à l'échelle intérieure ou européenne ou mondiale. Est-ce qu'on peut agir directement là-dessus autrement que par la taxation, peut-être par le changement des mentalités, ou peut-être y a-t-il d'autres pistes? Alors effectivement, on constate un changement de mentalité, c'est le fameux Flixcam, la honte de prendre l'avion qui nous arrive de Suède. Dans ce petit pays où les gens voyageaient beaucoup en avion, il y a eu effectivement une prise de conscience tout à fait récente, comme quoi prendre trop l'avion ce n'était pas bon pour le réchauffement climatique. Du coup, les conséquences ont été assez rapides puisque le transport aérien a baissé et le transport ferroviaire a augmenté. Ce phénomène a bien entendu des échos dans le monde entier, et en France, il y a une prise de conscience comme quoi il va falloir voyager moins en avion. Alors effectivement, aller faire les soldes à Londres, c'est totalement à proscrire. Passer juste un petit week-end à Barcelone, c'est également une très mauvaise idée. Par contre, quand on se déplace dans un pays lointain pour voir de la famille, il est évident qu'on ne va pas interdire de relier les hommes entre eux. Maintenant, il faut être un petit peu raisonnable. Donc il semblerait qu'au-delà d'un aller-retour en avion par an, on soit au-dessus de notre quota de CO2 autorisé. Donc là, c'est effectivement une prise de conscience individuelle qui est nécessaire. Ça passe par l'éducation, ça passe par des débats, ça passe peut-être par de l'information dès l'école, dès le plus jeune âge. Il faut former les enfants, les générations futures, il faut former les gens qui actuellement prennent beaucoup l'avion, et informer également les gens des générations comme la mienne qui ont profité de la libéralisation du transport aérien et qui doivent se calmer un petit peu sur tous ces voyages. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit d'être raisonnable. Oui, j'ai juste une question un peu complémentaire à ce qui s'était dit tout à l'heure. Le secteur ce qu'on appelle le secteur du low cost, par rapport aux différents types de pollution, est-ce que ça pollue pareil, plus comment ça se pose ce secteur-là? En termes de pollution, alors ça dépend des compagnies. Il existe des grandes compagnies de low cost qui ont des flottes d'avions très récentes, et donc on peut dire que leur bilan n'est pas le plus mauvais. On a d'autres compagnies qui ont effectivement des avions plus anciens, et à ce moment-là le bilan n'est pas très bon. Donc ça dépend, c'est pas lié au low cost, c'est vraiment d'une compagnie à l'autre, ça peut être très différent. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations à ce stade? L'autre question, c'était de savoir également comment on pouvait aujourd'hui appréhender l'horizon du projet T4, en sachant que ce serait une date butoir en 2028 pour sa création, pour le fait que ça devienne nécessaire, absolument nécessaire, selon Aéroport de Paris. Et comment on fait pour aborder cette échéance en se disant qu'on y est à trafic constant, à passagers constants, et que vous nous rappeliez peut-être des mesures qui permettent d'arriver à soit un report de cette activité sur d'autres aéroports. Est-ce que c'est possible, ou est-ce que c'est des mesures type amélioration de l'emport ou d'autres choses qui peuvent permettre à ce que ce ne soit pas la garantie que le trafic va être beaucoup plus important? Alors nous, ce que nous préconisons, bien entendu, c'est déjà que l'emport soit amélioré, j'en ai parlé tout à l'heure, et également que certains voyages se fassent plutôt par le train quand il s'agit de dessertes intérieures. Par rapport à cet horizon 2028,
Ensuite, le groupe ADP nous dit que l'aéroport sera saturé et qu'il ne sera plus possible d'accueillir les passagers. Bon, nous, on n'est pas du tout certain que ce soit réel. Effectivement, si les compagnies sont incitées à acheter des avions un tout petit peu plus grands et un peu plus silencieux, on pourra emporter beaucoup plus de passagers sans avoir plus de mouvements d'avion. Donc il y a des solutions qui sont possibles déjà sur l'aéroport lui-même. C'est un petit peu compliqué parce que, comme vous le savez, Roissy est un hub, donc c'est un lieu, c'est une plateforme de correspondance. Si on dispatche le trafic sur les aéroports régionaux, il n'y aura pas cette possibilité de hub et de regrouper les passagers. Donc c'est vrai que le groupe ADP nous dit que c'est pas très viable. Néanmoins, on sait quand même qu'il y a un développement des liaisons directes avec une nouvelle génération d'avions, les avions long range, qui sont capables de parcourir 8000 km sans se ravitailler. On voit effectivement une petite diminution du hub et un développement des liaisons point à point. Donc ça peut effectivement intéresser des aéroports régionaux. Alors maintenant, attention, il y a des aéroports régionaux qui sont enclavés en ville et sur lesquels il n'est pas souhaitable de développer le trafic. On a l'exemple de Nantes-Atlantique. Les habitants de l'agglomération nantaise sont survolés à moins de 400 mètres d'altitude. On a l'exemple également de Toulouse où des quartiers entiers sont survolés jour et nuit. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi sur les aéroports régionaux non plus. Alors moi je me souviens qu'il y a à peu près 15 ans se posait la question du 3e aéroport. Est-ce que c'est une question qui est toujours d'actualité selon vous en Ile-de-France, le 3e aéroport en Ile-de-France, ou est-ce que c'est une question qui a d'ores et déjà été écartée en privilégiant la fameuse extension par de nouveaux terminaux? Alors la facilité, c'est effectivement d'étendre un aéroport existant. Maintenant, c'est pas une bonne solution pour l'environnement, on vient de l'expliquer. Le projet de 3e aéroport, il est apparu et disparu au gré des débats politiques. Actuellement, la législation ne permet pas de faire un nouvel aéroport. C'est le Grenelle de l'environnement qui a fixé une règle. Si on doit créer un aéroport, ce sera uniquement pour en fermer un autre. L'objectif étant de diminuer l'impact environnemental. Donc c'était un peu l'idée à Nantes. On ferme Nantes-Atlantique, on ouvre Notre-Dame-des-Landes qui était en pleine campagne. Bon, le projet a rencontré de fortes oppositions, donc il ne se fait pas. Si on ouvrait un aéroport en Ile-de-France, il serait assez difficile de trouver une zone peu habitée. Il faudrait également une bonne desserte en transport en commun pour que ce soit viable. Et l'objectif serait également de fermer des pistes à Roissy, voire à Orly, et qu'on déplacerait dans une zone de moindre impact. Maintenant, actuellement, les politiques ne l'envisagent pas. Donc, il y a une dernière question, c'est celle de... On en parlait au début de notre discussion, la question de la privatisation des aéroports de Paris. Cette question, est-ce qu'elle impacte la question des divisions aériennes? Et si oui, quelle est votre position en tant qu'association sur la question du projet de privatisation des aéroports de Paris? Alors effectivement, l'éventuelle privatisation du groupe Aéroports de Paris nous inquiète fortement parce que nous observons les exemples des aéroports déjà privatisés en France, en particulier Toulouse, dont la privatisation a été suivie par une forte augmentation de trafic et par un non-respect des règles environnementales en vigueur. Donc ça a été une catastrophe pour les riverains. Du côté Aéroport de Paris, on constate aujourd'hui que l'État, actionnaire majoritaire, pourrait faire mieux évidemment pour protéger les populations. Néanmoins, il y a quand même des réglementations qui sont sorties au fil des années. Nous craignons qu'un repreneur privé ne souhaite pas s'embarrasser de nouvelles contraintes environnementales. Donc, au nom du principe de précaution, nous sollicitons nos adhérents et sympathisants pour signer le projet de loi référendaire afin que ADP reste dans le giron de l'État. Notre association se place uniquement évidemment sur les questions d'environnement et non pas sur le point de vue économique, même si nous avons notre opinion là-dessus. Très bien. En tout cas, merci de tous ces éléments. Je ne sais pas si vous avez un autre point de vue à faire valoir sur cette question-là, ou s'il y a des choses à dire en complément de tout ce qui a déjà été dit, même si on a déjà
vu largement et brossé largement les choses. Est-ce que peut-être que j'ai oublié quelque chose, un élément que vous voudriez rajouter? Non, je pense qu'on a bien fait le tour, donc simplement, tout comme vous, nous demandons aux citoyens de soutenir le RIP, de soutenir le projet de loi référendaire. C'est impératif, il faut absolument qu'on atteigne au moins un seuil psychologique au niveau des signatures qui puisse remettre en cause la décision du gouvernement. Et enfin, concernant le projet de Terminal 4, j'incite tout le monde en Ile-de-France à être vigilant. Il y aura une enquête publique l'année prochaine et il faudra absolument y participer pour dire une nouvelle fois non à ce projet démentiel d'agrandissement de l'aéroport. Est-ce qu'il y a un site internet ou une pétition, quelque chose où on peut d'ores et déjà apporter son soutien à l'opposition au T4 ? Nous ne fonctionnons pas par pétition. Effectivement, nous avons un site, advocnar.fr, sur lequel vous trouverez au fur et à mesure les informations qui concernent le projet et les moments où il faut se manifester en tant que citoyen pour dire non. Une pétition ne sert à rien, ce serait donner double travail aux citoyens. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils participent à l'enquête publique. C'est l'étape juridique de ce projet. Il faut absolument que les citoyens soient au rendez-vous par dizaines de milliers. Voilà notre objectif. Merci beaucoup. Moi je rappelle du coup l'occasion de donner la position de la gauche républicaine et socialiste sur cette question qui est celle de s'opposer au projet de Terminal 4 de l'aéroport de Roissy pour tous les arguments qu'on a évoqués ensemble depuis tout à l'heure, les arguments environnementaux, sociaux, l'injustice pour les populations qui sont survolées socialement et le bruit supplémentaire et la pollution supplémentaire que cela représente. On sait très bien que la zone de survol, notamment de l'aéroport de Roissy, survole des communes relativement populaires avec des logements sociaux en nombre important. Et donc on voit bien que la question de la justice sociale, la justice environnementale commande, pour nous en tout cas, cette opposition au projet de Terminal 4. Il ne s'agit pas d'une opposition générale évidemment à l'activité aéroport de Roissy, qui est une activité importante pour des raisons à la fois économiques et pour aussi la liberté de circulation de tous. Et donc il nous semble important que le développement de cette plateforme aéroportuaire soit durable. Et donc, cela nécessite, pour que ce développement soit durable, que l'extension ne soit pas infinie en termes de terminaux et de création de terminaux. Et puis, évidemment, l'occasion m'est donnée pour clore ces débats pour le stand de la GRS cette année à la fête de l'humanité, de vous dire que ça a d'ores et déjà été un succès puisqu'on a atteint le seuil des 100 signatures pour s'opposer à la privatisation d'aéroports de Paris. Vous pouvez en faire de même sur le site référendum.intérieur.gouv.fr. Merci, à bientôt.